Why are Ouais. people so obsessed with the Second Amendment? Là, Max, moi, je veux juste te Ouais. demander quelque chose. Pourrais-tu scroll back up 2 secondes? Ouais. Mhm. Ok, maintenant, j'aimerais ça que tu focuses sur le nombre d'answers pour la question sur Hurricane Dorian, puis le nombre d'answers sur la question sur le deuxième amendement. Ouais. 0 et Not 21. answering. Yeah. Ouais, mais ça, regarde, ça a été last followed Ouais, c'est vrai. 4,4. Non, c'est vrai, hein? C'est quoi? C'est last? Mais non, mais c'est followed. Ouais. Il y a un follow, puis c'était il y a 4 minutes. Puis last followed, c'est 23 août. On peut Ok, spéculer fait que que la la question sur question le est plus deuxième vieille, hein? amendement est plus vieille. Ouais. Ouais, probablement juste ça. Mm. Mais je trouvais ça drôle qu'on passe d'une question genre qui était quand même relevant avec aucune réponse à la Ouais. Why are people so obsessed with the Second Amendment puis 21 questions. C'est comme si les réponses ou le nombre de réponses te montrent à quel point c'est relevant de dire que les gens sont obsédés par ça. Ouais. Parce que je veux Ouais. dire, ça a suscité vraiment J'avoue, beaucoup de hein? réponses. Mais J'avoue. là, en même temps, je veux dire, commencer à spéculer sur pourquoi est-ce que les gens sont obsédés avec le Second Amendment, moi je pense que France veut parler de ça. Je sais pas si je veux parler de ça parce que faudrait que je défende une position que je comprends pas trop ou Il n'y a pas de avec laquelle défendage. Je veux juste savoir pourquoi est-ce que les gens obsèdent là-dessus. Principalement, ben oui, j'ai l'impression que c'est l'augmentation des mass shootings aux États-Unis. Ça, c'est une raison de commencer à s'obséder là-dessus. C'est comme, Ouais. tu dis, le Second Amendment, c'est ce qui est comme l'argument numéro un pour, comment dire, restreindre ou plutôt pour Permettre. comme permettre, ouais, c'est ça, permettre ou Mm. comme éviter les restrictions sur les armes à feu. Puis Ouais. le fait que là, ça devient très, très, très comme, je sais pas là, il y a Ouais, beaucoup, beaucoup de débats polarisant. là-dessus à cause Ouais. que, obviously, il y a beaucoup de gens qui veulent mettre des restrictions sur les armes à feu à cause de la quantité de mass shootings puis le nombre de morts par arme à feu. Puis après ça, il y a ceux qui veulent absolument que ça reste comme ça. Fait que le Second Amendment est comme au point de ça à cause que c'est l'argument numéro un, tu sais. Ouais. Ouais. T'as raison par rapport à ça. Comme c'est sûr que c'est quelque chose qui est très polarisant, comme tu l'as dit. Puis il y a un peu comme deux factions par rapport à la question sur le second amendement. Puis il y a ceux vraiment qui y croient ferme, puis qui veulent défendre leurs droits constitutionnels. Puis il y a ceux qui croient que ça devrait être changé ou que on devrait justement apporter plus de restrictions qui, d'un point de vue effectif, nullifierait quasiment ou en tout cas affecterait considérablement le second amendement. Mais même si on considère les deux factions, j'ai remarqué qu'aux États-Unis, même au sein des conservateurs, il n'y a pas toujours un consensus. Comme quand tu parles du deuxième amendement, tu demandes qu'est-ce que ça veut dire pour toi, c'est quoi l'interprétation de la Constitution d'après toi. Puis il y en a qui disent que c'est justement c'est pour te défendre contre les envahisseurs, ceux qui viennent chez toi. Puis il y en a qui disent que c'est pour une révolution, en cas d'une révolution du gouvernement, pour résister justement à la tyrannie du gouvernement puis effectuer une révolution. Donc je remarque que même parmi les conservateurs, il n'y a pas nécessairement de consensus. Puis tu poses la question à 10 personnes différentes, tu vas probablement avoir 10 versions ou 10 réponses différentes par rapport à ça. Donc c'est sûr que les événements qui sont hautement publicisés, puis ça c'est mon opinion. Tu sais, on en avait parlé il y a quelques streams, l'intervention des médias qui rapportent de façon disproportionnée des nouvelles. Je pense que c'est important de rapporter ces nouvelles-là, mais définitivement, il y a un rôle que les médias jouent qui fait en sorte que la nouvelle euh, est tellement surrapportée par rapport à la réalité. Euh, Puis pourquoi ça atteint la population? Parce que c'est quelque chose qui est près de nous. Souvent, les gens entendent, comme ça, c'est une tragédie. Une tragédie, tout le monde, d'un point de vue émotionnel, va se sentir interpellé par ça. Puis tout le monde va penser qu'il a son mot à dire par rapport à ça. Mais on a tendance à, à perdre un peu le recul qu'on pourrait avoir versus d'autres questions, d'autres problématiques. Parce que c'est une tragédie, justement, les gens sont fortement attachés à ça, puis c'est ça qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de discussions, puis les gens donnent leur opinion sur ça, puis ils se penchent sur la question pardon, du deuxième amendement. C'est un peu comme d'autres sujets controversés, un peu comme l'environnement. Tu dis, genre, ah ouais, il y a c'est vraiment imagé, tu sais, là, tu vois des tempêtes, tu vois des changements climatiques, genre, c'est la même chose, Mhm. j'imagine, pour la Second Amendment, là. On voit des tueries de plus en plus reportées aux nouvelles, puis
ça nous force un peu à y penser, là. C'est comme Ouais. quand Al-Qaïda a foncé dans les tours le 11 septembre, ça nous force à penser au terrorisme. Il y a quelque chose qui se passe là, qui nous saute d'en face. Ouais. Une position avec laquelle je suis sympathique, c'est quand on met les choses en perspective, qu'on prend un peu du recul, puis qu'on considère les différentes problématiques qui affectent la société, puis on parle dans ce cas-ci des États-Unis. C'est vrai qu'il y a un problème de tuerie, mais il y a ceux qui ont tendance à dire que c'est pas nécessairement un problème d'armes à feu, c'est pas nécessairement un problème de restriction, mais c'est plutôt aussi un problème de crime. Parce que les États-Unis, on le sait, c'est une des populations qui a le plus haut taux de criminalité. Puis tu regardes toutes les statistiques qui se rapportent au crime. Moi, j'aurais plus tendance à dire que on a un problème de criminels qu'on a un problème de tuerie et d'armes à feu. Puis le crime, il y a une corrélation directe entre le taux de crime puis le taux de crimes qui sont commis avec des crimes qui sont commis avec des armes à feu. Donc, je pense que si on veut avoir une discussion constructive par rapport au problème des tueries aux États-Unis, c'est beaucoup plus bénéfique si on change un peu l'angle avec lequel on aborde la question. Parce que les conservateurs, le problème avec les conservateurs, c'est qu'ils tiennent très fort à leur deuxième amendement. Puis peu importe la façon par laquelle on essaie d'approcher le problème pour leur faire voir une certaine perspective, ils vont toujours se rattacher à la Constitution. Donc si, au lieu de dire on a un problème d'armes à feu, c'est des armes le problème, il faut qu'on change la Constitution à tout prix, on dit d'accord, on a un problème de criminalité et les armes font partie de ce problème de criminalité-là. Tout le monde va se rallier à cette cause-là. Il n'y a personne qui veut avoir un haut taux de criminalité aux États-Unis. Donc, si la question est posée différemment, dire voilà, c'est un constat que les tueries sont causées par des armes à feu, oui, mais derrière ça, il y a un problème de criminalité. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour tacler ce problème de criminalité-là? Autant les conservateurs, autant les libéraux vont travailler main dans la main pour adresser le problème. Mais le problème survient lorsque tu dis on a un problème d'armes, il faut changer la Constitution, il faut bannir les armes, il faut amener plus de restrictions. Peut-être que ça peut être une étape à travers laquelle on peut justement améliorer ou tacler le problème, mais je pense que les conservateurs, de façon générale, ils sont vraiment beaucoup bâchés les oreilles avec la question de si les armes le problème, puis il faut à tout prix changer la Constitution. Donc, juste changer peut-être la question, aborder les choses de façon différente, puis faire en sorte que les deux factions aient envie de tacler le même problème et qu'il n'y en a pas une qui se sente aliénée par rapport à l'autre. Ouais, je te rejoins, je pense, parce que c'est comme on dirait que comment le débat est formulé en ce moment, c'est tout le temps chaque camp veut genre se sent comme si on veut lui enlever les droits, genre. Puis fait que tu sais ceux qui sont pro-gun, ils se sentent comme si c'est comme si je te dis on t'enlève le free speech là, tu sais, il n'y a plus de liberté d'expression, mais eux ils le voient de la même façon, c'est un droit qui perd, genre. Puis ceux qui sont anti-gun, qui veulent les bannir ou quoi que ce soit, c'est qu'ils se sentent pas en sécurité, tu sais, ils pensent qu'il y a un droit à la sécurité, puis que c'est plus grand que le droit d'avoir des armes à feu, genre. Fait que c'est comme, c'est dur, c'est un peu comme les débats, mettons, sur l'avortement, tu sais, c'est deux camps qui les deux se sentent comme si leurs droits sont menacés, là. Ouais, donc tu avais mentionné tantôt là, par rapport à comme le deuxième amendement, comment est-ce que chacun essaye de l'interpréter. Puis ça, je trouve que c'est un exercice qui est vraiment intéressant. Quand tu enlèves toute la réflexion à propos de comment est-ce que il y a beaucoup de gens, obviously, qui meurent par des mass shootings, encore plus qui meurent par d'autres gun-related deaths. C'est vraiment horrible. Mais quand tu enlèves cette portion-là, puis tu dis, OK, mettons, objectivement, on veut pas trop inclure ça parce que c'est trop émotionnel. Plus tard, tu as le côté émotionnel de ceux qui ont l'impression qu'ils vont se faire voler leur gun puis ils ont envie de les garder. Tu t'enlèves ces affaires-là puis tu dis, à la place, là, OK, d'un point de vue légal puis législatif, là, la Constitution contient le deuxième amendement puis là, il faut l'interpréter. Comment est-ce que tu l'interprètes de façon logique? Parce que, qu'est-ce que le deuxième amendement, puis là, ça me tente de juste le sortir pour être capable de le lire. Là. Le deuxième amendement, ce qu'il dit, c'est essentiellement
Puis je vais le lire vite. Ça va être le fun. C'est pas trop long, hein. Je pense que c'est quand même. C'est juste comme 1-2 lignes. Là. OK. A well-regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. OK? Donc, quand même assez clairement, ce que ça dit, c'est il faut que les gens soient capables, en tant que citoyens, pas en tant que soldats, être capables de s'armer, puis défendre le pays, se rebeller, ainsi de suite, tout ça. Donc, c'est pour garder un free state. Donc, en gros, ça dit, tu as le droit de porter des armes. Mais là, on s'entend, ça ne va pas très loin en détail par rapport à ça, parce que ça a été écrit, on s'entend, dans les années 1800. Oui. Donc, tu sais, dans ce temps-là, qu'est-ce qu'il disait Bear Arms? Ce qu'il pensait, c'était genre une baïonnette, c'était comme... Je vois où tu veux en venir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, the right to bear arms, tu sais, c'est quoi? Comme un couteau, définitivement, hein, ça peut être considéré comme une arme, puis on ne devrait pas avoir le droit de te l'enlever. C'est un arme à feu, OK, ça, en ce moment, c'est considéré comme correct. Mais là, une grenade, tu n'as pas le droit d'avoir de grenade. Tu n'as pas le droit d'avoir d'arme à feu. Tu l'as su? Tu l'as su, Phil? Je l'ai pas eu. Elle m'est popée dans la face puis elle s'est sauvée. Fait que t'as le droit, mais t'as pas le droit de porter de grenade. Mais l'idée dans... un feu automatisé, puis t'as pas le droit d'avoir un tank ou un F-35. Mais t'as le droit, je pense, d'avoir un tank aux États-Unis. Je pense qu'il y a des États que t'as le droit. Ah ben je veux dire, tu pourrais avoir un véhicule qui a l'air d'un tank, là, mais genre... Les tanks qui sont faits par Lockheed Martin, whatever, là, c'est genre les grosses compagnies qui font des trucs pour D&D, ils vont pas te vendre un tank parce que c'est considéré comme des military weapons avec genre des clearance pas capable de les avoir. Il y a juste le gouvernement qui a le droit de donner ça. Mais je veux dire, vous recherchez ça, continuez d'en parler. Je comprends ce que tu veux dire, puis ça c'est un argument qui revient beaucoup du côté de ceux qui veulent restreindre justement l'efficacité du second amendement. Comme disclaimer, je veux dire que mon interprétation est très infantile. Je ne me suis pas vraiment penché d'un point de vue philosophique sur la question du second amendement. J'entends juste ce qui est dit de façon générale, puis pour moi, ça fait du sens. Il y en a qui vont avec la voie de « c'est pour te défendre, c'est du point de vue personnel, c'est pour les envahisseurs à ton domicile ». Il y en a qui vont dans l'aspect un peu plus grandiose de « c'est pour justement prévenir la dictature, puis le contrôle oppressif du gouvernement ». Mais là, quand j'entends ce genre d'argument-là, je suis un peu réticent à l'accepter parce que je me dis, quand les pères fondateurs ont conçu la Constitution, je pense que c'est des gens, d'abord c'était des intellectuels, puis je pense que c'est des gens qui avaient beaucoup de clairvoyance par rapport à comment la société était, comment la technologie était, comment la technologie pouvait devenir. Et je pense que lorsqu'on interprète la Constitution en disant que il y a une limite à la créativité qu'il peut avoir, je pense que c'est pas la bonne approche. Au contraire, je pense que c'est un scénario qu'ils auraient pu envisager. D'après moi, ils ont envisagé ce scénario-là. À l'époque, comme tu disais, c'était des armes qui étaient relativement... Tu penses que dans les années 1800, ils pouvaient envisager des drones puis des... Ça fonctionnait à baïonnette dans ce temps-là. Les avions n'existaient pas, puis toi, tu penses qu'ils étaient capables d'imaginer ces affaires-là. Ouais, mais je peux-tu jump in là-dessus? Je pense que c'est comme... Moi, je pense que Max devrait jump in. Je vais terminer mon idée. Ok, vas-y. Parce que quand tu le dis comme ça, c'est vraiment absurde, mais... ok. Je recule un peu. Tu connais le postulat de Bostrom? Yeah. Non. Ok. C'est une pensée, c'est une idée philosophique qui dit essentiellement qu'il se pourrait qu'on vive dans une simulation d'un ordinateur parce que les êtres humains, présentement, ont la capacité de créer des simulations. Et si on a cette capacité-là, les probabilités qu'il y ait une autre civilisation ou une autre forme d'intelligence qui ait aussi ces capacités-là, et vu l'étendue de l'histoire et l'étendue de l'univers, ben, probabilistiquement et statistiquement, les chances qu'on ne vive pas dans une simulation sont extrêmement faibles. Puis ça, c'est le postulat de Bostrom qui a été publié autour des années 2010, un peu après 2010. Puis ça, c'est une idée nouvelle qui a ramené
le débat philosophique sur la table, mais c'est pas une idée qui est véritablement nouvelle. Comme, je pense que Platon, il avait une idée qui était très similaire, puis ça, on remonte il y a 3000 ans. C'est pas une idée qui est véritablement nouvelle. L'idée, c'était que on ait des réflexions sur une cave et que l'être humain n'existe pas réellement parce que, en réalité, il y a rien qui est vrai. Donc, on est juste des ombres, des réflexions sur une cave. Puis c'est similaire un peu à l'idée de simulation. Pourquoi j'établis ce parallèle-là? C'est pour dire qu'il y a des idées à travers la philosophie, à travers la créativité, tu peux avoir un sens de l'introspection, puis surtout si tu as une certaine clairvoyance, tu peux anticiper certaines choses qui vont arriver. À l'époque des pères fondateurs, c'est des armes qui étaient rudimentaires, c'est des baïonnettes, mais il y avait encore, ça commençait déjà à avoir, on commençait déjà à avoir la technologie qui se développait pour justement avoir les armes à feu, qui se sont développées pour être les armes qu'on connaît maintenant, présentement. Puis à l'époque, je pense qu'il y a si on regarde comment on appelle ça, si on regarde les archives, il y a des exemples de machinerie semi-automatique, puis automatique, qui ressemblent étrangement au fusil d'assaut qu'on a présentement aujourd'hui. Donc de dire que les pères fondateurs étaient limités par leur créativité, qu'ils n'avaient aucune introspection, qu'ils n'avaient aucun sens de la créativité pour penser qu'un jour, on n'arriverait pas à un point où la technologie se développerait. C'est sûr. Écoute, je ne peux pas imaginer que les pères fondateurs n'ont pas pensé que la technologie se développerait et en écrivant ça, ils se sont dit on va s'arrêter là, ça va jamais changer. Comme les détails clairs, ils n'ont peut-être pas envisagé qu'on aurait des AR-15 présentement, mais c'est clair qu'ils ont un sens de l'introspection, puis ils se sont dit présentement on a des baïonnettes, présentement on a la machinerie, on a la technologie pour développer des armes à feu et éventuellement dans le futur, dans 50, dans 100 ans, dans 150 ans, on aura la technologie pour construire des armes qui seront beaucoup plus puissantes que ce qu'il y a présentement. Puis, si on prend une autre approche aussi de... Petit time-out. Pause fun fact. Tu peux avoir un tank aux États-Unis, ça dépend des États, mais il y en a que c'est plus régulé que d'autres. Là. Mais certains vont demander une taxe ou de remplir des papiers, là. Mais... On a le droit. Mais je sais pas, au Canada, j'ai pas vérifié. Certaines places, pas au Canada. Pas au Canada. Mais tu sais, comme les grenades, tu peux pas, des armes à feu automatiques, tu peux pas, dans toutes, partout. Ah non, c'est vrai, il y a une couple de places où tu as le droit d'avoir des classes spéciales de permis. Genre, en tout cas, je sais que c'était faisable en Californie, il y a une couple de places. Ce qu'on peut présentement ou qu'on peut pas, c'est pas ce qui m'importe. Comme moi, j'attaque le cœur de ton argument qui dit que les pères fondateurs je vais juste essayer de spinner ça sur sa tête, OK? Parce que là, toi, tu dis, obviously, les pères fondateurs savaient que la technologie était pour avancer. Moi, je suis parfaitement d'accord avec cette prémisse-là. C'est clair qu'ils savaient que c'était pour avancer. C'est juste que, mettons, tu écris une loi aujourd'hui, tu écris la loi pour aujourd'hui. Tu n'écris pas la loi pour dans 400 ans, tu écris la loi pour aujourd'hui. Tu t'attends à ce que des choses doivent besoin d'être ajustées. Uber arrive, tout à coup, peut-être que tes régulations sur les taxis doivent changer. Les choses doivent évoluer au fur et à mesure. La société avance, les populations augmentent, les urban centers deviennent une différente dynamique complètement. Dans les années, parce que quand ça a été signé, la Constitution, en 1787, c'était très, très relevant pour le temps. Puis c'est resté mostly très relevant en termes de comme les grandes lignes, là. C'est encore un document qui est très, très relevant, puis c'est encore appliqué à la Cour suprême. Mais ça a été amendé énormément entre-temps. Oui, ça a été amendé énormément. La deuxième amendement, c'est l'une... Puis là, je ne sais pas en quelle année que c'est rentré, la deuxième amendement, mais ça devait être pas loin après qu'il l'ait signé. Fait que, en 1791. Sauf, genre, quelques années après qu'il ait signé l'original. 4 ans. Oui. L'affaire, c'est que ça n'a pas été changé ben. Écoute, je suis d'accord avec toi, Phil. Les changements qu'on a fait sur la Constitution, oui, il y a eu beaucoup de changements, mais je pense que l'idée générale et la philosophie derrière la Constitution, elle n'a pas changé. Puis moi, comme on en parle souvent, comme j'applaudis la Constitution américaine parce que je pense que c'est un des documents légaux les plus complets, les plus réfléchis, les plus travaillés qui existent présentement. Puis, tu dis qu'il y a des choses qui ne sont pas d'actualité, puis il y a des choses qui sont restées d'actualité.
comme dans la Constitution, il y a des choses qui restent encore et qu'on continue d'appliquer telles quelles, parce que justement, les pères fondateurs, ils ont eu cette introspective-là, puis ils ont anticipé des changements qui auraient pu arriver. Après, c'est sûr que tu peux pas tout savoir, puis le monde évolue, tout change, puis il faut que tu amènes des changements justement qui sont au même rythme que l'évolution de la société. Mais tu sais, quand on prend l'essence de la Constitution, je pense que ça n'a pas changé. Puis je pense qu'il n'y a pas raison de trop spéculer pour restreindre le second amendement. Puis si on prend l'autre voie, quand je jumperai in à ce moment. Ok, vas-y. Je pense comme toi, Franz, que ils ont écrit la Constitution en regardant vers le futur. Ils l'ont laissée volontairement ouverte aux futures technologies, parce que dans l'esprit de l'époque, c'était vraiment en se disant, on veut que la population soit capable de résister au gouvernement en tant que tel. Là, il fallait être aussi fort que le gouvernement. Si le gouvernement, à l'époque, avait des mousquets, ben c'était peut-être qu'avec des mousquets, mais il peut avoir des canons, il peut avoir des choses comme ça. Puis je pense que c'est le même esprit que quand ils ont écrit le premier amendement sur la liberté d'expression, où ils ont pas dit, personne ne débat que genre t'as pas de liberté d'expression sur Internet parce que ça n'existait pas Internet dans le temps de la Constitution. T'sais. Ils l'ont écrit vaguement, je sais plus le wording là, mais t'as de la liberté d'expression, peu importe le média. Puis je pense que c'est la même chose pour les armes. Ils ont volontairement écrit ça avec un terme vague qui peut encompasser tout type d'armes que les citoyens peuvent avoir. C'est là que je voulais en venir, comme quand tu prends l'interprétation des gens qui la défendent en disant ben, c'est pour tenir tête au gouvernement, à la tyrannie du gouvernement, ben, si le gouvernement a des mousquets, ben, ça fait du sens que tu te défendes avec des mousquets, puis si le gouvernement a des tanks puis des AR-15, ben, tu vas pas rester avec tes mousquets dans les mains. Je pense que le gouvernement avance, la technologie avance, puis tout le monde doit être à peu près au même niveau. Puis je pense que si justement, imaginons un scénario hypothétique où il y a une révolution du gouvernement qui essaie de tout contrôler puis qui essaie justement d'imposer une tyrannie. Les États-Unis, c'est le pays, je pense que c'est le pays le plus armé. Comme les citoyens, il y a tellement de gens qui ont des armes et il y en a même qui ont plus qu'une arme par foyer. Ça va être extrêmement difficile pour le gouvernement d'appliquer cette tyrannie-là. Alors que tu vois, dans d'autres pays, ben, le gouvernement, s'il décide de rapatrier les forces armées, ben, tu peux marcher sur toutes les villes, puis tu peux marcher sur tout le pays au complet, ben, c'est à ta guise. Donc, je pense que justement, l'idée derrière la Constitution, c'était d'offrir la capacité à la population de se défendre, puis de tenir tête avec le même degré d'ardeur que le gouvernement pourrait faire. Ben, si je pouvais juste peut-être clore ça, je trouve ça quand même intéressant que c'était une question qui demandait comment ça se fait que les gens obsèdent sur le deuxième amendement, dans lequel on a obsédé sur le deuxième amendement pendant 45 minutes. Donc moi, je pense qu'on devrait peut-être passer à la prochaine question, si vous êtes correct avec ça, guys.